Bonjour, bienvenue à ce volet sur le programme spatial, quatrième partie, qui concerne les différents programmes spatiaux qu'il y a en dehors de la NASA, mais aussi un peu sur l'idée du futur. Que pourrait-on faire dans l'espace? Alors je vais parler ça en gros en 5 parties, mais assez rapidement. En fait, je vais simplement parler très rapidement sans même discuter de photos de la contribution de la NASA à l'aéronautique. Puis je vais parler de la contribution scientifique, mais au travers des autres programmes, donc ce sera un peu combiné. Et enfin de discuter le besoin de coopération, en discutant notamment de la Station spatiale internationale. Et enfin de dire un peu, le futur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut vraiment aller sur Mars et cetera? Ou est-ce qu'on fait un peu comme la science-fiction où on peut aller n'importe où quand on veut? Alors juste, avant de retourner sur l'espace, parler un peu de la contribution de l'aéronautique. La NASA, quand je l'avais dit, dans un volet, auparavant, heu, en fait, c'est National Aeronautics and Space Administration. Elle est formée notamment du National Advisory Committee of Aeronautics, NACA. Donc en fait, la NASA s'occupe aussi de l'aviation sur Terre. Beaucoup de contributions, auxquelles on ne pense pas quand on est par exemple passager, sont en fait, l'objet d'études, précédentes, de la NASA. Qu'il s'agisse, d'ailes, par exemple inversées. Si vous faites un Google sur l'avion Grumman X-29 notamment, vous verrez les ailes inversées. Ce n'est pas une invention de la NASA, mais c'est une étude de la NASA qui a notamment été faite. Si vous asseyez dans un Airbus, de nos jours, un Airbus moderne, vous verrez ces petits winglets qu'il y a au bout des ailes, pour améliorer la la consommation de carburant. Ça réduit de 5 à 6 suivant les modèles. À l'origine, c'était une étude des années 70 où la NASA avait placé, de telles petites, ailettes, au bout d'un avion DC-10, un trimoteur, gros porteur de l'époque. Au début, personne n'y avait fait grande attention, mais à partir de la fin des années 80, c'était devenu quelque chose de très courant, d'essayer d'adapter ça. Donc il y a toujours des contributions à l'aéronautique qui se font, la NASA étant officiellement une agence civile, publique, se doit de publier notamment les résultats. Ce qui fait qu'en fait, elle rend aussi service aux constructeurs aéronautiques. Il y a bien d'autres études, hein, qui existent, mais bon, on va passer sur le détail, mais c'est effectivement quelque chose dont elle s'occupe. Parlons un peu des contributions scientifiques et des autres programmes. Alors la France n'est pas restée en reste. En 1965, on a mis en orbite, Astérix. En fait, c'était le satellite A1, mais à l'époque, la bande dessinée venait de commencer à faire un tabac et les gens l'avaient surnommé, Astérix. C'est très courant, notamment dans les programmes spatiaux, d'essayer de trouver un lien, un biais un peu de culture populaire. Un des premiers modules lunaires, testés avant l'atterrissage, d'Apollo 11, s'appelait Snoopy, par exemple, voilà. Donc la formation en 19 la ter pardon, la mise en orbite en 65, grâce à la fusée Diamant que vous voyez là, du 1er satellite français, fait que la France devient la troisième puissance aérospatiale. Et le CNES, évidemment basé en partie à Toulouse, s'en est occupé. À l'époque, il faut dire que c'était un petit peu plus une manipulation politique que scientifique et technique, de la part du général de Gaulle, qui voulait un peu damer le pion aux Américains, pas surprenant, mais aussi aux Soviétiques. Donc c'était une façon aussi de négocier. Mais cela dit, une fois que ça avait été politique, en fait, c'est devenu une très, très grande, entreprise, scientifique et technique, heu, évidemment qui est un des fers de lance de l'Europe, aérospatiale de nos jours. Seulement évidemment ça coûte assez cher. J'en parlais la dernière fois, 24 milliards de dollars en dollars de 1960, pour mettre, une douzaine de gars sur la Lune, ça fait un peu cher et le budget de la France ne permettait pas ce genre d'investissement évidemment. Donc la France avait très vite décidé aussi que c'était, tout à son avantage, mais aussi à l'avantage d'autres pays qui s'associeraient à elle, de faire une Europe spatiale. À l'origine, l'Europe spatiale, dans les années 60, elle est composée de 2 parties. L'ESRO, European Space Research Organisation, Centre européen de recherche scientifique, et spatiale,
C'est l'idée, par exemple, de mettre en orbite des satellites d'observation ou de communication qui seraient construits par l'Europe. Le problème, c'est qu'à l'époque, l'ISRO n'a pas vraiment de lanceur, donc elle va en fait, payer la NASA pour mettre des appareils en orbite. Plus tard, elle paiera aussi notamment les soviétiques. Enfin, c'est l'idée est là, c'est que, bon, il faut utiliser la les avantages qu'ont les Européens en formation, plutôt que de les envoyer aux États-Unis ou en Union soviétique, pourquoi pas le faire en Europe? Donc l'ESRO, en fait, est dans un sens un succès certain, au sens où il invite la coopération. C'est un peu l'ancêtre de ce qu'on appellera, plus tard, l'Agence spatiale européenne ou European Space Agency. Moins, ayant moins de succès, ce sera l'ELDO, European Launch Development Organization, service de développement d'un lanceur européen. Alors c'est là qu'on peut comparer le succès américain au manque de succès européen dans les années 60, je le précise. Au début, les Européens regardent un peu ce que font les Américains. Ils disent: «Ah bah tiens, ils ont pris des missiles balistiques, ceux qu'ils utilisent pour le programme, de défense nucléaire. Pourquoi pas, faire la même chose? Alors, tiens, France, tu fais cet étage-là. L'Allemagne, bon, allez, on te passe un truc. Tiens, l'Angleterre, tu as le missile Blue Streak, tu fais autre chose». Je simplifie évidemment, mais en gros, c'est à peu près ça. Alors, vous imaginez un peu, la difficulté, pour ceux d'entre vous qui sont à Toulouse, le berceau de Concorde, la coopération, c'est pas toujours facile. Et quand le succès d'Airbus, en fait, ça a pris des années à se produire. Et ben, avec le lanceur européen, c'était un peu la cata. Je vous présente Europa, qui a été lancé, enfin, ils ont tenté de le lancer, depuis l'Australie, avec laquelle, l'Angleterre avait des accords. Et bah, ça n'a pas marché malheureusement. Europa a été, vraiment un fiasco total. Mais en même temps, malgré le manque de succès de la fusée qui explosait au décollage, ça a quand même donné des idées sur ce qu'il fallait faire avec si l'on veut, un modèle Europa 2. Donc Europa, en fait, dans son manque de succès, sera ensuite l'ancêtre de la fusée Ariane. Mais il a fallu apprendre sur la base de ce manque de succès, ce qu'il fallait faire et surtout ce qu'il fallait ne pas faire. Notamment, il fallait par exemple une organisation centrale, au lieu par exemple, multiplier les différents centres d'intégration et cetera et cetera. C'est quelque chose qui s'apprend, mais au début, dans les années 60 et 70, ça n'a pas très bien marché. Du coup, sur la base de ELDO et de ESRO, on a formé l'Agence spatiale européenne dans les années 70. Je vais pas m'étaler dessus trop parce qu'en fait, c'est quelque chose qui devrait faire en fait le sujet d'une conférence en tant que telle. Mais bon, le principe de base, c'est que tout pays européen qui souhaiterait y participer, recevrait ensuite en fonction de sa contribution, financière, et scientifique, un équivalent dans les bénéfices de ce que cette recherche ferait. Et c'est ainsi que, par exemple, avec la fusée Ariane, on a un petit peu divisé de tout. Alors évidemment, la France fait le lanceur de base, mais en fait, même les moteurs Viking, par exemple, quoique français, sont en fait à l'origine, de conception allemande, et cetera, et cetera. La coiffe de la fusée Ariane, est faite par Contraves en Suisse, et ainsi de suite. Ce qui permet sur le plan, européen peut-être, c'est moins fascinant, mais c'est quand même à noter, création d'emplois, heu, pardon, plus de formation, et cetera, et cetera. Donc, qu'a fait l'Agence spatiale européenne? On va revenir sur la fusée Ariane très brièvement. Elle a continué de contribuer avec, la NASA, notamment en créant ce qui s'appelait le Space Labs. En fait, c'était le premier laboratoire spatial habité. Il allait en orbite, simplement il restait pas en orbite. Il était mis en place la dans la navette spatiale, dans heu, le fameux espace cargo de la navette spatiale qui est absolument gigantesque. En fait, la raison pour laquelle il était aussi gigantesque, c'est qu'à l'origine, on voulait émettre plutôt des satellites, espions pour, l'armée américaine. Mais en fait, c'était très bien d'avoir quelque chose d'aussi grand parce que vous voyez un peu la taille du truc et ben, ça a permis en fait de mettre les premiers, astronautes européens en orbite.
Un autre détail qui vous donne une idée un peu de la taille de l'engin. Pour l'instant, évidemment, la NASA n'était pas en pardon, l'ESA n'était pas en reste. Elle a, diffusé commencé à construire toute une série de fusées. Hem, la première fusée Ariane 1, qui est en fait, un peu le rejeton de la fusée Europa, fera son premier décollage le 24 décembre 1979, avec succès. Et il n'y a pas toujours eu du succès. Certaines Ariane ont explosé. Une fusée est complexe, plus elle est difficile à manipuler et évidemment à avoir et à être complètement au clair sur le plan du succès. Peut-être la fusée qui a eu le plus de succès, c'était la fusée Ariane 4, suivie ensuite d'Ariane 5. Il était essentiel d'avoir une fusée Ariane 5 à l'origine pour construire, une, mini navette spatiale, j'en parle dans un instant, mais surtout pour pouvoir mettre en orbite plusieurs satellites. Parce que le système, Ariane Espace, c'est en fait aussi un système qui permet de gagner de l'argent. Donc de revenir, en partie dans, les sous qu'on a investis. Ça se fait pas c'est pas aussi facile que ça. On aimerait que ça le soit, mais en fait, Ariane Espace, pendant des années, surtout dans les années 80 et 90, pouvait facilement, se réserver entre 80 et 90 du marché des satellites, dont on avait besoin, qu'il s'agisse de satellites de communication, d'observation, et cetera. Donc c'est vraiment un peu la représentation, symbolique du succès, de l'Europe spatiale, même si en fait il est bien plus complexe que ça. Ah, la jolie petite Hermès. Oui, et bah, si les Américains font une navette, pourquoi pas les Européens, n'est-ce pas? Et Hermès était en fait, une création, franco-allemande à la base, mais plutôt française qu'allemande, il faut bien le dire, avec les Allemands qui payaient beaucoup, beaucoup d'argent, pour aider à concevoir ce système. Quand on dit mini navette, ça aurait vraiment été quelque chose qu'on mettait littéralement au sommet d'une Ariane 5, avec un équipage, maximum de 2 astronautes ou cosmonautes ou spationautes, et puis ensuite en laissant de côté tout le reste. Hem, à partir des années 90, au vu du coût astronomique de développement d'un tel système, en fait, on a abandonné la fusée Hermès. Et un des modèles grandeur nature a été donné au musée du Bourget. Je ne sais pas si en fait il est visible là-bas de nos jours, mais enfin, c'était malheureusement quelque chose qui n'a pas fonctionné. Pourquoi? Bah, i à quoi ça aurait servi? Est-ce que c'était une fusée de secours? Est-ce que c'était un service qui aurait servi à la Station spatiale internationale? Est-ce que c'était quelque chose pour, bah, les mauvaises langues disent: «Ah bah, il fallait bien financer un petit peu, donner des sous à Dassault». Vous avez de ce genre de commentaires quand vous regardez ça. En fait, c'est, notamment un sujet à enquêter pour les étudiants notamment. C'est un peu dommage, mais en fait, s'est aperçu que la navette spatiale américaine faisait déjà beaucoup de choses et que, autant c'était plus facile simplement de chacun son tour, de mettre quelques astronautes européens dans le programme spatial de la NASA, et ensuite sur la station spatiale internationale, plutôt que de construire, cette mini navette. En revanche, ayant eu beaucoup plus de succès, l'Ariane 5, qui a aussi, permis notamment au début des années 2000, de mettre en orbite, l'ATV, notamment le Jules Verne, qui rendait visite à la station spatiale. En fait, un système, automatisé de satellites cargo qui allait jusqu'à la station spatiale et en revenait. Donc, de nouveau, sans s'attarder sur le détail, il y a effectivement une contribution européenne au programme spatial qui existe, et qui est remarquable. Bon, c'est évidemment assez compliqué et à partir des années 2000, bah, c'est un petit peu comme ça que ça marche. Les avantages, c'est qu'effectivement, vous limitez les budgets, de chaque pays qui contribue. Ça vous permet aussi d'avoir un échange, culturel, mais aussi scientifique. Ça, c'est pas unique, notamment par rapport à l'Agence spatiale européenne, il faut bien le dire. En fait, c'est une idée que l'on peut retrouver au début, des grands jours de l'Europe unie. Les grands jours de l'Europe unie, bah, c'est des gens comme, Maurice Schumann, comme le général de Gaulle, il faut bien le dire, comme Konrad Adenauer, le premier chancelier ouest-allemand.
tous, se souvenant qu'après s'être tapé dessus 3 fois en 70 ans, dont 2 guerres mondiales, c'était peut-être mieux de quand même se réconcilier, d'essayer de travailler ensemble. Donc un peu le couple franco-allemand, qui en fait, notamment fait des échanges d'étudiants à partir des années 60. Les mêmes étudiants qui font un peu la bagarre en 68, mais en fait aussi coopèrent. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que sur le plan, politique, mais aussi social et culturel, l'Agence spatiale européenne, c'est aussi ça. C'est avoir des groupes de travail, c'est, aider avec les bourses d'étudiants, notamment les programmes scientifiques et techniques. Bon, on peut évidemment, s'en amuser un petit peu et je m'en amuse un petit peu parce que le mauvais côté des choses, c'est qu'évidemment, c'est une bureaucratie absolument gigantesque. Mais il faut bien le dire, c'est ça l'Europe européenne, l'Europe pardon, l'Europe européenne, ben voyons, l'Europe spatiale. C'est-à-dire que, ça nous permet en fait de collaborer, au-delà des frontières, et en fait de développer des nouveaux programmes, bien plus forts que s'ils n'avaient été simplement nationaux. Et donc c'est là que j'en parle brièvement avant de passer à d'autres programmes. C'est à partir de 2001 notamment qu'il y avait, un nouveau programme sur, l'Union européenne, mais une Union européenne stratégique qui serait composée tant de la Commission européenne et de l'Agence spatiale pour identifier, les priorités spatiales. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie des astronautes dans l'espace ou est-ce qu'on envoie par exemple des grandes sondes pour, sur Mars ou sur un astéroïde. Il y a eu notamment eu un grand programme qui a eu beaucoup de succès, qui était unique, d'un atterrissage sur un astéroïde. Tout cela, c'est ce que fait, l'Europe spatiale. Parlons un petit peu du côté humain, les astronautes européens, j'en parle très brièvement, parce que c'est de nouveau, ça serait le sujet d'une conférence en tant que telle. Pourquoi les appeler les spationautes? Alors d'abord, bah, quand, il y a eu les premiers spationautes annoncés, dont le général Chrétien, et aussi Patrick Baudry, heu, Jean-Luc Chrétien ira dans l'espace, à bord d'une Soyouz, Patrick Baudry à bord de la navette spatiale. Et on les appelait les spationautes. Alors c'était un peu pour faire plaisir à l'Académie française, c'était aussi pour se démarquer un petit peu dans le contexte de la guerre froide. Comme ça, vous aviez les astronautes américains, les cosmonautes soviétiques et les spationautes français pour faire plus joli, plus guilleret. En fait, on n'utilise presque plus le concept de spationaute. En fait, on mélange tout, on les utilise un peu comme des synonymes. Hem C'est une aventure remarquable et à l'époque, en tout cas au tout début dans les années 80, Chrétien et Baudry sont un peu des phénomènes de société, un peu comme on aurait dit, Armstrong, Aldrin et Collins, les premiers astronautes à aller sur la Lune. Hem Et puis un petit peu ça s'est estompé, même si en fait, bah, la France a pas mal d'astronautes ou de cosmonautes ou de spationautes comme vous voulez, qui continuent de travailler, dans le programme spatial, notamment sur l'Agence spatiale internationale. À ce sujet, sans vouloir faire de publicité gratuite, si ça vous amuse, le roman graphique, écrit à propos de l'aventure de Thomas Pesquet, un des spationautes français, est absolument remarquable, marrant et bourré d'informations. Donc je le recommande, surtout si vous n'êtes pas un spécialiste de l'aventure spatiale. Ça, c'est une jolie petite introduction qui marche très bien tant pour les adultes que pour les enfants. Parlons des autres programmes très brièvement. Alors, ces 2 caricatures en fait donnent un petit peu le sommaire de ça, au début des années 2000. D'un côté évidemment, connaissez tous le phénomène de science-fiction, Star Trek, le capitaine qui dit: «Mais qui sont ces gens? Est-ce que c'est des» alors là, c'est tous les genres de personnes, d'extraterrestres que l'on rencontre dans la série, de science-fiction et la réponse d'un de ses équipiers dit: «Ah bah, on dirait que c'est des Chinois». «Quoi, des Chinois?» C'est un peu la grande surprise. Au début des années 2000, brusquement la Chine, non seulement, qui avait déjà un programme spatial, en place, qui ne marchait pas très bien, il faut bien le dire, mais, elle met en orbite, un astronaute. Et l'Inde, qui n'en a pas fait de même, en tout cas sur le plan humain, aussi se met en place un programme spatial. De nouveau, c'est des choses qui mériteraient une analyse très précise, et notamment de comparaison. L'Inde et la Chine ont souvent, fait l'expérience de tensions diplomatiques.
Donc, on pourrait dire, à la limite, c'est si la Chine fait ça, l'Inde va aussi le faire. Il y a un petit peu de ça. L'Inde aussi, remarque qu'après tout, c'est, bah, un des plus grands pays du monde, et décide de mettre en place, un programme spatial. La caricature, je vous tiens à en parler, en en au début, le New York Times avait publié une caricature quand l'Inde avait enfin mis en place, en orbite, pardon, un de ses satellites. C'était une caricature, en fait bon enfant, mais qui avait été considérée un petit peu comme, raciste, en tout cas stéréotypée. Bah, 10 ans plus tard, en fait, il y avait au moins une centaine de lancements réussis. Donc, le caricaturiste indien avait en fait, mis en place, cette caricature, un peu en réponse au New York Times. C'est-à-dire qu'en fait, l'Inde, tout comme la Chine d'ailleurs, fait concurrence notamment au programme Ariane Espace pour mettre en orbite des satellites de communication. Enfin, évidemment, tout le côté commercial du programme spatial. Et pour faire bonne mesure, évidemment, il n'y avait plus seulement des spationautes, il y avait aussi des taïkonautes. En tout cas, c'est le terme qu'on a essayé d'utiliser, notamment pour Yang Liwei, qui était le premier taïkonaute chinois à aller en orbite. La Chine insiste pour maintenir son propre programme autonome, ce qui peut créer des difficultés concernant la question du droit international. Est-ce qu'il y aurait par exemple une possibilité de se rendre assistance, notamment dans l'espace? Les orbites sont différentes. Le programme spatial chinois est très ouvertement un programme militaire. euh, Plus encore même que le programme russe ou partiellement que le programme américain. Donc en fait, on sait très peu sur les détails, mais on sait que la Chine, par exemple, projetterait d'envoyer en tout cas un robot sur la Lune. Et pour faire bonne mesure, à l'origine, les Chinois envoyaient aussi des taïkonautes avec les Russes. Vous les voyez au retour, notamment. Et ils ont aussi développé toute une famille de fusées, un peu sur la base de ce que font les Européens avec Ariane Espace. Et si ça ressemble beaucoup à certaines des fusées Ariane, oui, effectivement, on pourrait dire que c'est parfois plus qu'inspiré. Mais bon, c'est un peu le principe, c'est de faire ce qu'on appelle parfois du reverse engineering, qui dans les années 90 n'a pas marché du tout. Ça a amené des explosions magistrales au lancement de certaines fusées. Cependant, plus récemment, toute la famille qui s'appelle la famille Longue Marche 5 notamment, maintenant commence à avoir du succès. Donc en fait, on ne peut plus parler simplement de copier. En fait, c'est vraiment un développement indépendant que les Chinois ont entrepris. Le Japon aussi a sa propre mise en place d'un programme spatial. Pour ce qui est des astronautes, ils les envoient sur la Station spatiale internationale. Mais sinon, ils ont aussi leur propre programme de mise en orbite, notamment de satellites de communication ou d'observation. L'Inde elle-même est aussi très, euh, très concernée par tout cela. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais il y aurait l'idée qu'à partir de 2020, euh, normalement, il y aurait dû y avoir le premier cosmonaute ou astronaute indien dans l'espace. Ça a été évidemment retardé, pas seulement à cause du Covid, mais aussi pour d'autres raisons, notamment techniques et financières. Donc on verra ce que ça donne. Mais il faut compter en fait sur effectivement ces nouveaux membres, notamment la Chine, l'Inde et en partie le Japon, pour participer dans le programme spatial. Ce serait un petit peu un système comme ça, voilà. Ils ont essayé ça, ça n'a pas très bien marché, mais bon, le fait qu'ils essayent montre qu'en fait tous ces pays, ne s'intéressent plus du tout à l'idée de coopérer ou disons d'être un peu les numéros 2 derrière la NASA ou l'Agence spatiale européenne ou l'Agence spatiale russe. Aussi le programme chinois avec modèle orbital. Il est en partie inspiré des modèles russes ou soviétiques, mais en fait maintenant il s'agit plutôt d'un développement un peu indigène. Quels autres pays participent? Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais bon, en gros, un peu le paradoxe, c'est que le Royaume-Uni, effectivement, a sa propre agence spatiale.
qui aide surtout, au développement, des activités civiles. Notamment, il y a quelques astronautes, d'origine britannique, mais qui travaillent à la NASA, qui soutiennent notamment la recherche académique et évidemment la recherche aérospatiale britannique. Voilà. C'est plus une agence de coordination que de développement, mais elle participe aussi à l'Agence spatiale européenne. Qu'est-ce qui va se passer après Brexit? Bah, à mon avis, ça va continuer. Ça, c'est le genre de choses, en fait, il n'y a absolument aucun intérêt à essayer de faire cheval seul, à moins que vous ayez des milliards à jeter par la fenêtre. L'Allemagne aussi est vraiment très impliquée, l'agence spatiale, de recherche allemande. Une partie de l'agence spatiale européenne est notamment basée en Allemagne. Un des grands postes de contrôle, notamment pour les missions de sondes, à longue distance, sont basés à Darmstadt, en Allemagne. Alors l'exploration, de la Terre, du système solaire, protection de l'environnement, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les Allemands. En fait, les Allemands sont parmi les premiers à vraiment, être concernés par, l'environnement, déjà à partir des années 70. Nous en France, on n'a pas vraiment fait beaucoup de progrès sur ça, ça a pris du temps. Et donc en fait, l'Allemagne est un élément absolument essentiel au développement spatial, même si en fait, par exemple, leurs astronautes, qui sont d'ailleurs, considérés comme des héros en Allemagne, un peu comme en France, volent toujours évidemment plus à partir de la station spatiale sur la station spatiale ou sinon, au travers des États-Unis ou de la Russie. Parlons un peu de cette, fameuse station spatiale, rapidement. Quand on pense station spatiale, on pense souvent à la science-fiction, le film 2001 Odyssée de l'espace qui date de 1968 à cette fameuse station orbitale qui évidemment était en autorotation, ce qui permettait d'avoir un système de gravité en place, très complexe. C'est pas pour demain évidemment, mais en 68, ça donnait vraiment l'impression que ça allait marcher. Évidemment, on est toujours fasciné évidemment par la science-fiction. Quand on n'a pas d'idée pour une planète, hop, allez, on vous fiche ensemble une station à rendre visite. Ça, c'est un peu le gag entre un un vaisseau de la série Star Trek et un truc que vous avez vu dans Star Wars. Mais il y avait effectivement enfin une station spatiale planifiée, où j'avais parlé de la navette évidemment auparavant. La navette pour aller ah zut, on a oublié ça, Skylab n'avait plus marché depuis 79 quand il s'était écrasé. Alors dans les années 80, il y avait la station américaine Freedom qui aurait dû être créée. Évidemment un coût absolument, faramineux, qui fait qu'en fait, Freedom ne sera jamais mise en orbite, mais sera, une des bases pour construire la station spatiale internationale. Le gros problème pour les Américains, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas assez d'expérience sur le plan de station spatiale. Donc ils vont en fait commencer à partir, des années 90, donc à la fin de la guerre froide, à collaborer avec les Russes. Alors qu'en était-il des Russes? Les Russes avaient, mis en orbite à partir des années 70, plusieurs stations Salyut, heu, Salyut 6 et Salyut 7 notamment, et ensuite à partir des années 80, il y avait la station spatiale Mir. Station spatiale Mir, en fait, a rendu des services énormes. Elle ne sera jamais visitée par une navette soviétique, ça ne s'est pas fait. En revanche, elle sera, visitée par, la navette spatiale américaine, et ça, c'est un peu les grandes dates dans les années 90 du programme spatial humain habité. Est-ce qu'on peut vraiment vivre dans l'espace? Parce que c'est très joli d'y aller ou de faire la course à la Lune, mais, au lieu de passer 10 à 15 jours dans l'espace, est-ce que vous pourriez passer 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, dans l'espace. Est-ce que c'est possible? Et on s'aperçoit qu'en fait, avant d'aller faire un tour ailleurs, il faudrait peut-être commencer par s'habituer à être, aller jouer dans la cour, si vous voulez, en orbite. C'est un peu la contribution, soviétique et russe, c'est d'avoir eu tellement d'expérience dans le développement d'une station spatiale qui permettra le développement de Mir, qui à la fin, effectivement ne marchait pas très bien, et enfin de mettre en place la Station spatiale internationale, l'ISS. Les Américains ont effectivement contribué à cela, notamment, en mettant en orbite un satellite qui est resté en orbite plusieurs années, avec pas mal de différents, matériaux que vous pouvez voir un peu ici, et en les exposant à l'espace. Notamment le gros problème qu'on a dans l'espace, c'est les micrométéorites. C'est aussi, les grandes températures. Vous allez de plus de 100 degrés au soleil à moins de 100 degrés dès que vous allez à l'ombre. Et en fait, j'exagère, je ne vous donne pas les températures exactes là, mais ça, en gros, c'est un des problèmes énormes.
Pour ça qu'on va pas, en fait, on ne fait pas une sortie dans l'espace en combinaison pressurisée sans y être entraîné. Ce que les Américains et les Soviétiques ont fait dans les années 60, en fait, ça ne se fait pas si facilement. Si vous voulez penser et parler de l'ISS très brièvement, eh ben, pensez à une espèce de gros Lego. Voilà, un gros Lego, mais qui est en fait, un grand succès de l'intégration, du système d'intégration. On n'est plus à Europa, on est plus proche de la fameuse fusée Saturne, où chaque pays contribue, mais avec, évidemment un certain budget. Ça fait que, par exemple, la navette spatiale a été absolument essentielle à construire, la station spatiale européenne. Mais évidemment, la Russie a aussi été, essentielle, en contribuant, certains morceaux, parfois qui étaient un petit peu en retard à produire, mais qui ont permis en fait de mettre en place ce système. La station spatiale en fait, symboliquement, même si elle coûte une fortune, c'est très important parce que c'est une présence humaine dans l'espace. Alors si je vous demande qui est en orbite en ce moment, en fait, très honnêtement, je n'y pense pas. Je ne sais pas qui c'est, je sais qu'il y a toujours quelqu'un. En fait, la grande surprise, ça serait s'il n'y avait personne. Mais il y a régulièrement ces missions qui durent de 3 à 6 mois, qui permettent en fait, justement, de faire des expériences scientifiques, mais aussi de voir qu'est-ce que ça donne de vivre dans l'espace. Voilà un peu à quoi ressemble, bah, le machin. Heu une expérience fantastique. Malheureusement, vous n'avez plus la navette, vous avez en revanche, bah, des fusées Soyouz, pardon, des capsules Soyouz qui arrivent, probablement à partir des années 2020, il y aura aussi, un système américain, qui est, en cours de développement, heu, actuellement. Évidemment, il y a toujours un petit sens de l'humour, voilà, vitesse limite, 28 000 km/h. En fait, c'est la vitesse, essentielle pour être en orbite. Et voilà une des contributions de l'Agence spatiale européenne, Columbus. En fait, c'est un peu le système, si vous connaissez Paris, vous allez voir un ami dans un appartement parisien, c'est les appartements parisiens du 19e siècle, c'est tout en enfilade. Pour aller, chercher tel ou tel truc, il faut passer par les Russes ou par les Européens ou par les Japonais. Heu, vous dites bonjour au passage, en fait, ça permet de se rendre service et d'être en contact. Alors, quand je dis vivre dans l'espace, le problème, pensez un petit peu à ce que vous avez fait ce matin, avant de venir m'écouter. Merci d'ailleurs pour ça. Vous avez changé votre linge, vous avez et cetera. Vous avez peut-être mis votre linge à la machine à laver, vous irez chercher la machine à laver. Ah bah, après vous allez faire vos commissions, même avec covid, vous allez quand même devoir acheter votre yogourt ou votre, café, et ainsi de suite. Tous ces petits trucs où on pense, on sort sans y penser, chercher sa cigarette ou chercher son journal évidemment. Tout ça, rien ne se fait comme ça dans l'espace. Vous n'allez pas laver votre linge. Alors on fait des expériences, notamment, par exemple, est-ce qu'on peut avoir des culottes qu'on mettrait 2 3 jours et qu'ensuite qui seraient jetables automatiquement à base de papier? Est-ce que ça serait moins cher d'avoir ça que d'avoir, une culotte qu'il faudrait nettoyer? Et cetera, et cetera. Tous ces détails sont essentiels pour l'idée de peut-être faire un voyage vers Mars un jour. En même temps, on fait aussi des expériences au sol. Notamment le CNES a un Airbus 0G, qui permet, bon, d'abord de former un peu les spationautes ou les astronautes, mais aussi, de faire des expériences, au sol, en apesanteur, notamment pour certains cristaux où on n'a pas besoin d'être, peut-être dans l'espace très longtemps. Les Allemands proposent notamment un système avec une grande tour où il y a une sorte d'ascenseur qui passe en chute libre pendant environ 10 secondes, qui permet d'avoir aussi une expérience en apesanteur, qui coûte beaucoup moins cher que d'aller, dans l'espace. Donc il y a aussi ces possibilités, de faire un peu des expériences spatiales, mais aussi au sol. Voilà un peu la taille de la tour qui est utilisée pour faire ce genre d'expérience. Et voilà un peu le principe d'avoir une présence humaine permanente dans l'espace. Alors pourquoi une présence humaine permanente à part l'idée d'aller sur Mars? On s'est aperçu aussi que le soutien du public, symbolique tout autant qu'il puisse l'être, et il était essentiel en fait d'avoir une présence humaine. En fait, on a fait beaucoup de choses avec les sondes spatiales, les robots, et cetera, et ça a fasciné très brièvement, mais en fait, on n'y prête pas trop attention. Dès que vous avez un élément humain, en fait, vous avez une possibilité d'aventure, et c'est comme ça que, en fait, on continue de pouvoir justifier certains budgets.
On peut être critique à ce sujet ou on peut le soutenir, mais le fait qu'il y ait, des gens comme vous et moi qui, bon, ont peut-être, ont une meilleure constitution physique ou mentale, c'est ce qui nous permet de penser peut-être à l'avenir dans l'espace. Un des gros problèmes de l'aventure spatiale, je peux pas m'y attarder, mais en fait, c'est quelque chose de très important, c'est qu'on pollue. On se dit: «Mais comment peut-on polluer dans l'espace? Quelle bêtise!» Bah, regardez un petit peu ce schéma. Ça, c'est, suite à l'explosion d'une fusée Ariane, un petit peu après le décollage. Le problème, c'est qu'elle était déjà, en orbite. Et donc les morceaux sont partis un peu partout. Ça, c'était une des premières fois que l'on a documenté la pollution, de ce qui est, au travers de ce qui reste en orbite. Soit des satellites qui ne fonctionnent plus, soit des bouts de fusée, qui sont restés en orbite, en général, c'est assez accidentel et qui vont finir évidemment par rentrer, dans l'atmosphère et donc se consumer, se détruire, donc voilà, plus de pollution. Mais, en fait, on a des milliers de pièces comme ça, qui sont cataloguées d'ailleurs, mais il y en a beaucoup qui sont trop petites pour être identifiées. Alors il y a en gros entre 6 000 et 10 000 morceaux dans l'espace. Parfois c'est des satellites, qui ne fonctionnent plus, parfois c'est des bouts de fusée, parfois c'est des bouts de fusée qui ont explosé, que l'on peut identifier et on se dit: «Bon, pour aller en orbite, ça va devenir de plus en plus dangereux», en fait, tant pour les robots que pour les humains et ça, c'est quelque chose aussi auquel nous devons prêter attention. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution. Il y a une idée notamment de, par exemple, avoir des robots en orbite qui essaieraient de récupérer, par exemple, un peu faire un peu de faire les poubelles, si vous voulez. Mais c'est pas clair, évidemment et vous allez dépenser de l'argent pour quelque chose qui n'est pas, en fait, utile, semble-t-il. En fait, c'est très utile. On a besoin, en fait, de penser à ce problème de pollution. Pour terminer, parlons un petit peu du futur, parce que tout ce que j'ai fait, en fait, c'est de parler un petit peu des faits. En fait, est-ce qu'on peut vraiment avoir des trucs un peu à la Buck Rogers, des éléments de science-fiction des années 50, 60, ou même un peu de ce qui nous fascine dans, dans Star Wars ou Star Trek, etc., etc. Ben, on n'a pas vraiment une possibilité, une alternative pour les fusées pour l'instant. C'est pas vraiment le cas. D'abord, il y avait le problème évidemment du carburant qui serait absolument essentiel, et plus vous avez besoin d'aller loin, plus vous avez besoin de carburant ou au moins de carburant à la base pour vous mettre en place, en vitesse. Alors, sur la base de ce schéma, et ça on parle par exemple d'aller vers, Alpha Centaure. Alpha Centaure, c'est en fait, c'est le système, d'étoiles qui est qui est le plus proche de nous. Alors si vous avez une voiture, bon, à 55 miles par l'heure, ça fait à peu près 90 km/h, bon, bah, on se reparlera dans 50, bah, 50 millions d'années. Si voulez aller à la vitesse, bah, d'une fusée Apollo en direction de la Lune, ça prend 3 jours pour aller sur la Lune, à environ 38 000, entre 38 000 et 40 000 km/h. Mais si vous voulez aller en direction de ce système d'étoiles où il y aurait d'autres planètes, bah, on se reparlera dans environ 900 000 ans. Si vous voulez aller un tout petit peu plus vite, grâce notamment aux sondes Voyager 1, Voyager 2, qui ont été, qui sont partis dans les années 70 et qui ont même quitté, dans le cas de Voyager, notre système de planètes, bah, on réduit ça à environ 80 000 ans. Oui, mais 80 000 ans, qui c'est qui va répondre quand on arrive? Voilà. Donc, il y a toujours l'idée, bah, faisons en fait, quelque chose qui excéderait la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, 300 000 km/s, voilà, il faut aller comme ça, il faut faire comme évidemment dans les séries de science-fiction. Alors où est-ce qu'on en est de ça? Alors Warp, c'est la fameuse référence de Star Trek. Alors, bah, il y a des grandes différences. On se dit: «Bon, on pourrait faire sur la base de ça, comme on fait dans l'aviation». Alors l'aviation, il y a toujours eu la conjecture, notamment par rapport à la vitesse du son. Il y a eu la spéculation, il y a eu la science, la technique et l'application. L'application commence à se faire, à partir des années 40 et évidemment en 47, vous avez le 1er passage du mur du son. Donc pourquoi ne pas faire ça dans l'espace? Voilà. Alors, bon, on peut dire qu'il y avait, une barrière acoustique, mur du son et une existence électromagnétique. Il y a effectivement une existence électromagnétique dans le concept de la barrière, mais il y a aussi une barrière électromagnétique.
La théorie, pour l'instant, sur laquelle on se base, c'est la théorie de la relativité. Et comme le dit Monsieur Einstein, bah, à la base, vous ne pouvez pas dépasser, il y a une vitesse absolue, c'est 300 000 km/s, la vitesse de la lumière. Si vous dépassez ça, alors bah, non seulement d'abord le temps se ralentit, mais si d'aventure vous dépassiez ça, en fait, vous deviendriez lumière, donc énergie, donc vous disparaîtriez. Ah merde alors. Alors, on a essayé évidemment dans le contexte de la science-fiction, de la spéculation, de dire ah oui, mais si, est-ce qu'on pourrait avoir un tube d'onde qui, par exemple, euh, serait permettrait de fermer toute lumière. Oui, mais à ce moment-là, évidemment, on disparaît tout de même, etc., etc. Donc, en fait, on n'a pas vraiment trouvé un moyen de jouer sur les lois de la physique pour l'instant. J'ai parlé de la notion notamment de ralentir. Alors dans le système de ralentissement, alors la théorie de relativité, alors c'est ça le problème avec le temps. Par exemple, vous regardez une étoile le soir. Alors, vous le savez tous, mais bon, c'est bon de le rappeler. La lumière que vous voyez le soir provenant d'une étoile, eh ben, c'est en fonction c'est la lumière euh, de l'époque où ça a voyagé au départ de l'étoile. Alors par exemple, si une étoile est à 5 années-lumière, eh ben, c'est 5 fois la vitesse de la lumière pendant 5 ans. Donc 300 000 km/s, multipliez ça euh, par 5 ans. Et ça vous donne une idée des distances à parcourir. Alors il y a déjà ça, c'est déjà le problème. Mais aussi c'est la question du temps. Alors, la question du temps, par exemple, on pense que si on se rapproche notamment de la vitesse de la lumière, en fait, le temps ralentit. C'est une expérience qui a été suggérée notamment par Carl Sagan dans une série américaine populaire sur les sciences, qui avait séparé, enfin ça n'est pas vraiment des faits, mais c'était pour expliquer cela au grand public, des jumeaux. L'un va faire une balade en moto, et la balade en moto, en fait, se fait à, disons, 200 000 km/s. Donc pas 300 000 km/s, mais 200 000, 250 000, voilà, on va pas trop exagérer, sans aller à la vitesse de la lumière. Le problème, c'est que le temps ralentit. Et ben, la balade d'une demi-heure que fait le jumeau à moto à presque la vitesse de la lumière, en fait, ralentit le temps. Pendant ce temps, l'autre jumeau, son frère, alors le premier revient en moto au bout d'une demi-heure, mais le frère, il a en fait pris entre 10 et 20 ans. Donc, dilatation du temps, encore un problème à résoudre en physique, mais aussi en philosophie. Est-ce que vous pourriez trouver des volontaires pour aller faire les guignols dans l'espace à presque la vitesse de la lumière et évidemment être prêt à perdre en fait tous les gens qu'ils connaissent? Enfin, sur le plan de la performance d'une fusée, alors il y a l'idée d'utiliser notamment une propulsion nucléaire, propulsion chimique, propulsion plasma, et là où on voudrait être, ça serait à peu près là. Donc c'est pas pour demain. Enfin, on parle souvent, notamment en science-fiction, d'utiliser matière-antimatière. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver l'antimatière. On spécule qu'elle existe, mais essayer de trouver de l'antimatière et réussir en fait à mélanger cela pour se faire arriver en environ 900 ans, si on a supposé que l'on puisse résoudre la vitesse de la lumière vers Alpha Centaure, et ben en fait, on n'arrive pas à trouver suffisamment de carburant pour faire cela. Donc, malheureusement, eh ben, c'est pas pour demain d'aller dans l'espace loin. On pourra sans doute aller sur Mars, et c'est un des grands objectifs. Mais sinon, on n'a pas en fait encore résolu les problèmes de physique qui existent à l'heure actuelle. Et on n'a évidemment pas parlé des freins, parce que si vous allez à une certaine vitesse, il faudrait peut-être aussi ralentir à l'occasion pour pouvoir arriver à cette planète ou en orbite ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, alors je vous remercie d'avoir suivi ces volets sur l'histoire du programme spatial. Il y a bien plus à couvrir évidemment, mais ça vous donne une idée générale de ce que ça peut se faire et c'est très cher, mais c'est essentiel sur le plan des sciences. Il y a beaucoup, de débouchés, notamment si par exemple vous voulez aller sur Mars, mais en même temps ce ne sera pas pour nous, mais peut-être pour nos descendants dans 5 ou 6 générations ou 5 ou 6 siècles. En fait, si vous voulez, nous avons un petit peu atteint un plateau sur le plan de la conquête spatiale. Un peu de la même façon que au 15e et 16e siècle, on avait commencé à vraiment contrôler un peu le système de la voile sur les bateaux. Et ce n'est pas avant l'apparition du diesel au 19e siècle
que l'on a pu vraiment faire des nouveaux progrès, dans, la formation, la construction de bateaux à voile et pour aller plus vite. Donc il peut être un processus de saltation, comme on dit, en biologie évolutionnaire. C'est peut-être ça qui nous attend, heu, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant et qui évidemment, parle aussi un peu à l'histoire de l'aviation elle-même. Merci de m'avoir écouté. Cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de la liker pour remercier l'intervenant, de vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos et de la partager sur les réseaux sociaux. À bientôt!